On me dit que c'est bon. Je peux brièvement la caméra. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la cartographie de l'évaluation des dégâts sur le bâti qui a été lancé suite au cyclone Mayotte, et une cartographie qui est faite dans OpenStreetMap, cartographie, on va dire, totalement volontaire. Mon implication est celle des intervenants, enfin des contributeurs en ligne. Alors, je vais vous partager mon écran, montrer ça. Ça marche. Alors, est-ce que ça marche? Ouais, c'est bon pour nous. Ok, c'est juste ce petit bandeau là qui va rester, c'est pas grave. Donc voilà, je vais utiliser cet outil qui me propose des vues cartographiques pour vous retracer un peu l'historique de cette activation, on va dire, de la communauté OpenStreetMap. Bon, évidemment, vous connaissez bien l'historique du cyclone Chido à la mi-décembre l'année dernière. Et suite à ça, moi j'arrivais juste en Europe. Moi j'habite au Brésil, mais j'ai encore évidemment des racines en France. Et je me suis dit, quand j'ai vu que la communauté OpenStreetMap classiquement a amélioré le bâti pré-désastre, je dis, et qu'il y avait des imageries post-désastre qui étaient libérées par l'IGN, je dis, on pourrait peut-être enfin relancer le sujet de la cartographie des dégâts avec des imageries post-désastre, des choses qui avaient été faites par le passé dans OpenStreetMap, mais sur des échelles assez limitées, sur un peu de temps. Ça a été fait, je crois, aux Philippines et à Haïti. Mais il y avait déjà une méthodologie qui avait été rapportée dans OpenStreetMap. Donc je voulais revenir là-dessus d'un point de vue méthodologique et puis essayer de fournir ma pierre à la reconstruction de Mayotte. Aussi, rapidement, il y a eu le Copernicus, un service que vous devez bien connaître, qui a produit ces données assez rapidement, ce qu'ils appellent les Evaluation Mapping, Rapid Mapping, EMSR. Et le MSR 780 a cartographié cette zone et alors ils ont un process que j'ai su quand je partir de l'imagerie post-désastre qu'ils ont 10 heures pour rendre en fait leur évaluation. Donc c'est fait très très rapidement. Alors ce qui est un peu étonnant, c'est que on peut le voir déjà ici par rapport à Mayotte, ça a été fait uniquement sur la face est de Grande Terre, puis Petite Terre en entier, alors qu'on sait que le cyclone est passé surtout sur le nord. Donc évidemment, ici, ça a été également très affecté, mais je connais quelqu'un qui habite là, il me dit qu'on était quand même relativement épargné. Alors, ce qui est intéressant avec Copernicus, c'est que c'est des données en accès libre, donc on peut très bien les récupérer et les implémenter dans un SIG pour voir ce que ça donne. Alors, c'est ce que j'ai fait, et donc voilà ce que ça donne dans cette IDS. Et quand on se rapproche, en plus, l'intérêt, c'est que ça matche assez bien avec le bâti qu'on trouve dans OpenStreetMap. Eux, ils l'ont fait sous forme de points, parce qu'ils font ça extrêmement rapidement, avec 3 catégories, donc ce qui est possiblement endommagé en jaune, endommagé en orange et détruit en rouge. Et donc comme ça, leurs cartographes font ça rapidement, mais évidemment, on peut intersecter ces données, ça donne ça, avec OpenStreetMap. Donc, quand j'ai vu ça, je me dis, c'est intéressant, on va pouvoir aussi comparer ce qu'a fait Copernicus et ce que nous, on pourrait faire dans OpenStreetMap avec des imageries post-désastre. Alors, parce que imageries post-désastre, on a la chance de les avoir via tout un réseau. Donc, c'est le Disaster Chapter qui met à disposition des imageries post-désastre. Le
CNES fait partie de ce réseau, c'est un des créateurs, et l'IGN a mis ces données en ligne qu'on trouve encore, hein, toujours dans ce site qui s'appelle mayotte.ign.fr, avec vous voyez, différentes dates d'imagerie. Ça remonte au Pléiade, alors ça c'est les nouvelles, mais on avait des choses de décembre qui remontaient depuis voilà, de juin, et après tout ça c'est d'imagerie post-désastre, c'était le 14, donc 17, 18, 20, 21 et 24, avec souvent beaucoup de nuages, mais quand même, bon, il y a quand même sur l'ensemble à peu près, on va dire 80% qui est visible, au moins sur une des images. Donc il y avait un vrai potentiel de ce côté-là. Et l'utilisation qu'on peut en faire a été clarifiée par l'IGN. C'était pas clair dans le site, c'est pas très clair ce qu'on peut en faire, si on peut faire des données dérivées ou pas. Donc ça, il y a eu des échanges et ça a été clarifié au sein de la communauté OpenStreetMap France. Donc voilà, je dis, on peut faire quelque chose avec ça. Et du coup, j'ai réimplémenté, ça c'est un peu le premier résultat, une méthodologie, alors que je peux vous montrer là, qui s'appelle BAR. C'est une méthodologie qui est mise au point par 3 chercheurs. Donc BAR, c'est l'acronyme de leur nom en fait, et c'est spécifique en fait pour les dommages liés au vent. Et ils ont identifié 4 catégories entre aucun dommage minime, important et critique. On voit que ça recoupe pratiquement celle de Copernicus, à part que là, il y a bien une catégorie quand il n'y a pas de dommage, qui est toujours mieux que d'avoir quelque chose qui est non renseigné. Et il y avait une autre catégorie qui était, on va prendre en compte le type de structure, hein, ce qui est entre les structures légères, moyennes et lourdes. Et ça me semblait compliqué en fait à voir sur l'imagerie verticale, et ça, je ne l'ai pas repris. Et donc j'en ai dérivé quelque chose qui reprend les 4 catégories de désastres. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'était de rajouter le type de matériaux de la toiture. Parce que ça a une assez grosse incidence sur la résistance au vent, du moins, entre notamment des toitures en tôle métallique, qui, parce qu'elles n'ont pas été forcément bien accrochées, ont pas mal volé, et des fausses toitures sur Mayotte, qui sont en fait juste des niveaux de construction, enfin, c'est donc des sols en béton, et qui, eux, ont mieux résisté, du moins de manière visible. Après, les architectes avec lesquels j'ai pu discuter du CAUE de Mayotte m'ont dit bon, c'est des structures aussi forcément en béton qui ont été bien faites et qui ont connaîtront si les dégâts ne sont pas visibles de suite sur le. J'en reviens à la méthodologie. Donc, roof matériel qui existe, et puis le nom du désastre égal, et on met les classes de dommages. Ça a été implémenté sur StreetMap, qui s'appelle JOSM, et à travers un GIF qui tourne. Et donc voilà, le travail d'évaluation consiste à comparer l'avant et l'après. Donc là, on a une imagerie d'avant, une évaluation avec après, et le bâtiment en question qui est sélectionné là, ici. Clac, entre l'avant et l'après, tout ça. Voilà, on voit que ça a été en fait complètement détruit. Donc, sans renseigner plus le bâtiment dans ce coup-là, d'un coup, les dommages visibles sont complets et les toitures étaient métalliques. Et ensuite, on le fait comme ça. Et voilà cette donnée là. Alors c'est une donnée qui n'est pas vue directement dans OpenStreetMap parce qu'il n'y a pas de rendu officiel. Si vous allez sur le site openstreetmap.org qui montre les dégâts. Donc j'en ai fait un rendu sur l'IDS que j'administre. Je fais partie d'une association qui s'appelle les Libres Géographes et on a une infrastructure de données spatiales libres basée sur GeoOrchestra, comme vous pouvez le voir ici. Et donc ça rend cette donnée. Alors ce n'est pas l'intérêt, c'est comme j'ai dit, il y avait Copernicus et la donnée OSM. C'est pas que rendre la donnée OSM, c'est en fait ça compare les 2 données. Donc si je clique sur n'importe quel de ces bâtiments, donc vous avez au début des données, des informations qui viennent d'OSM. Donc ça, le damage Shido significant, ça c'est dans OSM.
Et ensuite, j'ai croisé avec les données Copernicus. Et donc les données Copernicus, elles sont là, donc c'est tout ce qui est COP. Et COP, par exemple, c'est également endommagé. Donc là, on est dans un cas où on a la même évaluation, ok. Et la couche aussi montre, on peut le voir, c'est les quatre dernières lignes, la comparaison en fait des deux approches. Donc ici, on a OSM avec des dommages significatifs, Copernicus, c'est la même chose. Donc, ils sont dans la même classe. Okay, si je vais en prendre un autre au hasard, alors, par exemple, celui qui est rouge, là, donc, dont SM est considéré comme CSM classe, c'est pas de chance, mais il y a souvent des écarts. je sais pas. Allez, SM classe. Alors, je vais bien en trouver un, on n'a pas les mêmes. Incroyable. Alors, bon, par exemple, là, il y a une classe d'écart considérée comme significativement endommagée sur OSM. Eux l'avaient vu comme minimale. Donc, on a une classe d'écart. Okay, et ça, je crois que c'est la suivante. Oui, j'ai un tableau de bord, qui est un peu petit, mais je peux vous le montrer juste là, qui mesure notamment voilà, les écarts entre OSM et Copernicus. Donc il y a des fois où on est sur la même classe, hein, comme ici, et des fois, bon, on a une classe de trois classes d'écart. Voilà. Alors c'est sur un échantillon, puisque c'est essentiellement sur Mamoudzou. Ça permettait de donner une évaluation de Copernicus, de discuter avec les gens de Copernicus qui étaient un petit peu inquiets de voir d'ailleurs ces écarts. Et au final, on a quand même cartographié ce qui n'était pas cartographié par Copernicus en priorité, pour en fait compléter ce qu'ils avaient fait, mais en gardant un œil critique, en se disant ça a été quand même fait très rapidement et parfois ça peut être un peu sujet à caution. Enfin, il y a des quartiers quand on se déplace où il y a très curieusement des zones intégralement orange, intégralement jaune, comme celle-là par exemple. C'est de l'expérience de cartographier sur différentes villes, c'est assez improbable. C'est souvent beaucoup plus mixé que ça, quoi. Voilà. Donc j'en ai fini là avec cette évaluation sur Copernicus. Alors, par la suite, donc j'ai dit c'était de compléter l'évaluation des bâtiments de Copernicus. Donc vous avez en blanc, c'est la compilation de la couverture nuageuse sur les 4 imageries à notre disposition, 17, 18, non, il y en a 5, 17, 18, 20, 21, 24. Donc là, les zones en blanc, c'est les zones où malheureusement on n'a pas d'imagerie post-désastre, mais ça reste quand même, comme je disais, à peu près 80% de zones qui sont disponibles. Et du coup, après, on utilise une méthodologie bien au point dans la communauté OpenStreetMap. On utilise un outil qui s'appelle le Tasking Manager, où on va diviser, enfin, on va prendre une aire d'intérêt à cartographier, on la subdivise en autant de carrés qui peuvent des fois être redécoupés par la zone, comme on le voit, et qui représentent des tâches qui sont relativement faisables par quelqu'un en moins d'une heure. Et chaque contributeur va choisir une tâche qui sera que celui ou elle pourra travailler pendant 2 heures. Et c'est ainsi qu'on peut compléter. Et voilà, par exemple, il fait cette manière-là. Donc ça le résultat après. Euh, euh, donc, et là, sous cette forme de cette donnée là qui est de la même manière. Hein. Alors, c'est une idée sur genre à toutes les couches, et on peut tout à fait, par exemple, aller télécharger cette couche-là pour la récupérer de son SIG. Les mises à jour sont à peu près chaque minute. Hein. C'est une réplication enfin, ça va récupérer
les applications mises en place par OSM France, et ça fait le croisement avec Copernicus. Ainsi, voilà, ville après ville, cartographier petit à petit le territoire sur le nord. Je vais jusqu'à la dernière. Vous m'entendez toujours? Là, j'ai un ralentissement visiblement sur mon ordinateur. C'est un problème avec mon Internet. Oui, je vous vois toujours. On t'entend assez mal. Alors, très bien. Et voilà, c'est avec un outil un peu de monitoring pour voir le suivi et les résultats en fait des dégâts. Donc là, ce sont des diagrammes qui sont régénérés chaque heure et qui vont calculer les dégâts pour chaque commune. Il y en a 17. Et en fonction donc des 4 catégories, donc la représentation, la taille proportionnelle est liée au nombre de bâtiments qui se trouvent dans chacune de ces communes, le pourcentage au centre et le pourcentage de complétion, par rapport au potentiel qu'on a de bâtiments qui sont exploitables via l'imagerie, c'est-à-dire avec les nuages. C'est pour ça qu'on a un 107% ici, parce que c'est une zone que Copernicus a enquêtée et que sur cette zone, ils avaient moins de nuages que les imageries du Disaster Charter. Voilà. Donc, et il y a certaines zones, là par exemple, qui sont celles-là, 72, 90, 71, elles sont pratiquement exploitées en fait à 100%. Quoi. Au niveau des nuages, c'est déjà, il y a quand même pas mal de nuages. Donc on ne pourra pas atteindre 100% partout, évidemment. Et vous voyez que bon, le sud a été peu cartographié. Il pourrait être cartographié assez rapidement là, parce qu'en fait, une fois qu'on aura fini l'essentiel, et dans la mesure où ça a été assez peu touché, donc on pourrait aller nettement plus vite. Donc voilà pour cette donnée. Alors c'est la seule donnée qui vise un peu à l'exhaustivité sur les dégâts du bâti, dans la mesure où ce qui a été fait sur le terrain, alors ça a été fait notamment par architectes de l'urgence qui ont travaillé en partenariat avec l'EFPA. On ne vous entend plus. C'est des bâtons, mais qui montrent les résultats pour chaque commune. Alors eux, ils arrivent à distinguer les types de bâtis, léger, dur ou médium. Mais ce n'est pas une donnée qui est téléchargeable, etc. Là, on est vraiment dans une donnée ouverte et qui vise à l'exhaustivité, ou laquelle on peut zoomer sur chaque quartier pour voir ce qu'il en était, avec évidemment une limite de l'interprétation à partir d'imagerie post-désastre, Pléiades, et à comparer avec un regard d'expert sur le terrain. Voilà. Alors, le bilan de ça, c'est que voilà, ça fonctionne. Alors c'est lent, on va dire, on est en train encore de cartographier parce que on a raté un peu, je veux dire, la fenêtre de l'empathie. C'est-à-dire que la méthodologie, elle était au point, on a commencé à lancer ça, je dirais, à la mi-février. On a fait une petite zone sur Mamoudzou à peu de gens, commencé à diffuser une fois que ça a bien marché. J'ai revu notamment le style cartographique qui était pas très clair au début. Donc ça s'est vraiment lancé à partir de février. Je veux dire, l'empathie cartographique, comme l'empathie ou l'attention des médias, c'était un peu détourné déjà. Et donc ça fonctionne avec relativement peu de cartographes, mais ce qu'on appelle en OSM des power mappers, des gens qui cartographient beaucoup, et ce qui est bien. C'est un peu avec ce profil de cartographe que la donnée OSM s'est construite de toute façon, plutôt que par le nombre de contributeurs. Et l'idée, alors, c'est de laisser à la fois donc ce jeu de données pour Mayotte, mais c'est aussi de servir de cas d'utilisation pour pouvoir être répliqué. Donc, faire en sorte que ces imageries de Disaster Chatter qui sont toujours un peu plus ou moins disponibles soient plus facilement mises à la disposition de la communauté OSM et que voilà, des communautés, alors une communauté mondiale ou une communauté locale, puissent en fait faire la cartographie des
les dégâts alors, liés au vent, là, en ce qui concerne cette méthodologie, sur son territoire à l'aide de ces imageries. C'est vraiment le point clé pour la réplication. Pour le reste, voilà, on a montré que ça fonctionnait. La méthodologie, elle a été validée par les gens du CSTB, hein, le Conseil scientifique et technique du bâtiment, qui auraient voulu se déployer sur Mayotte, mais qui n'ont pas pu, et qui sont déployés sur la Réunion pour Garance. Et donc voilà, pour ce qui est des perspectives, donc j'espère vraiment que ça puisse se répliquer par la suite, et que voilà, ça puisse cette donnée qui est rare en fait, les données sur les dégâts, puisse être plus facilement être trouvable, on va dire, et être créée non seulement par les spécialistes, mais aussi par des communautés actives comme celle de la communauté OSM. Voilà, alors j'en ai fini pour une rapide présentation. Si vous avez des questions, je ne vais pas montrer la cartographie réellement ou d'autres aspects. Je suis ouvert à toute question. Allez-y. Est-ce qu'il y a une question éventuellement? C'est une petite question rapide pour savoir à quel point est-ce que les méthodologies développées à la fois pour OpenStreetMap et par Copernicus pour identifier les dommages, à quel point elles sont adaptées aux bâtis mahorais ou aux bâtis tropicaux à La Réunion? Alors, je n'ai pas montré. Je pourrais montrer comment on différencie en fonction des dégâts. Donc, c'est des exemples, je crois, qui étaient pris sur Mayotte. Je vais aller sur la documentation pour les cartographes, les instructions, voilà, elles sont là. Il y a des petits exemples. Vous parlez un petit peu plus fort, monsieur Ménard, s'il vous plaît. Ouais. Alors, c'est mieux là comme ça, on entend le micro? Oui, merci. Le micro. Ok. Alors, je vais repartager l'écran. Alors, je ne l'ai pas dit, mais si j'ai vraiment fait bon, là, c'est en anglais, parce que je suis connecté en anglais, mais il y a une version française, une version portugaise, une espagnole. Les instructions sont en multilangue. Il y a des vidéos qui sont à la fois en anglais et en français. Et dans les instructions, on voit par exemple ce qu'on va considérer comme étant les types de toitures, par exemple. Donc, pour que les cartographes qui connaissent pas le contexte mahorais puissent distinguer voilà, ce qui est de la toiture métal, qui peuvent être colorées ou grises, etc., ou un peu commencer à être gagnées par la rouille. Les toitures qui sont en béton, voilà, différents cas, et après les dommages. Donc là, à chaque fois, c'est un avant-après. Donc là, bon, donc les inclinaisons ne sont pas tout à fait les mêmes, effectivement, à chaque fois. Mais voilà, il n'y a pas de dommage. Alors, le dommage minimal, c'est quand on est en dessous de, on va dire 50%, et que là, ça a été déjà entamé. Mais il reste une partie du toit. Là, il y a déjà plus de toiture, donc le dommage est significant, mais il reste les murs. Et là, par exemple, notamment cet exemple-là, on considère que c'est détruit parce qu'il n'y a plus de toiture, on voit plus de structure. Et voilà, c'est de cette manière-là que en fait, la méthodologie s'adapte. Il y a 4 catégories. Hein. C'est pas endommagé, un peu endommagé, significativement endommagé et détruit. Et donc ça, c'est une classification qui vaut pour le monde entier. Après, les exemples qui illustrent ça, ils sont pris de chaque contexte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, merci. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on te remercie, Séverin, et on va passer à la suite.